Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité aux conférences de l'association des Amis de la Cité de l'Espace. Vous êtes nombreux et nombreuses et ça nous fait plaisir, surtout que nous avons des conférencières assez exceptionnelles une fois de plus. En février dernier, nous avons consacré une soirée à l'observation des océans avec Pierre-Yves Letran de Mercator Océan et le 24 avril à la place des femmes dans les sciences. Alors ce soir, on va associer les deux thématiques. Parce qu'on a une mathématicienne, Delphine Leroux, et une astrophysicienne, et une physicienne, pas astrophysicienne, ça pourrait venir, mais physicienne, Rose-Marie Moreau. Donc, avant de nous parler de la mission SWOT, qui constitue une véritable rupture technologique dans le monde du spatial et qui illustre parfaitement le rayonnement international de la communauté scientifique toulousaine dans ce domaine. Delphine est responsable programmatique à la direction de la stratégie sur les thématiques hydrologie, cryosphère continentale et cycle de l'eau du CNES. Alors, elle m'a fait les confidences. Selon sa maman, la lecture à 10 ans d'un livre illustré sur l'espace offert par son grand-père lui aurait donné envie de devenir chercheuse sur Mars. C'est une belle carrière, mais jusqu'à ce que des stages et des projets d'études, puis l'esthétisme d'une image satellite ne viennent croiser son chemin et qu'elle n'a pas quitté depuis. Delphine a reçu son diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées en 2009, assorti d'un doctorat en hydrologie spatiale en 2012. Elle a passé 8 années de post-doctorat aux États-Unis et en France à modéliser l'eau sur Terre à partir de modèles mathématiques et d'observation spatiale. Arrivée au CNES il y a 3 ans et demi sur des projets d'utilisation de la donnée spatiale pour en faire des applications utiles au plus grand monde et pour préparer l'arrivée des futures missions CNES, elle est revenue sur ses premières amours en tant que responsable programmatique, donc à la direction de la stratégie sur les thématiques hydrologie, cryosphère continentale et cycle de l'eau. Rose-Marie Moreau, elle est responsable de l'océanographie pour SWOT au CNES. Rose-Marie est originaire d'un pays de grands navigateurs, l'Australie, où elle a débuté sa thèse de physique en consacrant ses mercredis après-midi à tirer des bords sur son dériveur dans la baie de Sydney. C'est pas formidable. Après sa thèse en océanographie et altimétrie faite en Australie et aux États-Unis, elle arrive en France en 1992, une année célèbre puisque c'est l'année du lancement de Topex Poséidon. En 1995, elle est nommée physicienne adjointe au CNAP, qui est le Conseil national des astronomes et physiciens, qui est attaché à l'Observatoire Midi-Pyrénées via le Lagos et devient responsable scientifique du projet Survostral, un projet de surveillance in situ à long terme de l'océan austral entre l'Australie et l'Antarctique sur l'Astrolabe, le mythique navire polaire français dont certains connaissent l'histoire. Elle va ensuite assurer la responsabilité scientifique CNES en altimétrie pour les missions Jason 1, Jason 2 et la préparation du futur SWOT, dont elle est aujourd'hui responsable de l'océanographie depuis 2014. Alors, Rose-Marie, comme vous le verrez, dispose d'une double nationalité dont j'espère à titre personnel que pourra continuer ses missions. Notre conférence coïncide avec une actualité qui nous permet de célébrer ensemble. Je dis ensemble parce que je suis sûr que nous appartenons à une communauté assez unie et assez unique, dont on va célébrer les distinctions attribuées à des personnes engagées dans la diffusion de la culture scientifique, en particulier du spatial. Rose-Marie vient en effet de se voir attribuer la NASA Exceptional Public Service Medal pour son leadership exceptionnel et ses contributions scientifiques à la coopération entre la NASA et le CNES dans l'étude et la compréhension de la dynamique des océans et du changement climatique global. Une distinction importante. Bravo. Bravo, Rose-Marie. Alors, est-ce que tu peux lancer la première diapo, s'il te plaît ? Alors, je vais vous donner une autre raison pour laquelle cette journée est un peu historique. Quand vous irez au CNES, vous arriverez à un rond-point qui vient de recevoir le nom de Michel Lefebvre. Vous voyez, le rond-point qui est à l'entrée du CNES. Nous avons travaillé pendant 2 ans et demi pour que Michel Lefebvre, c'est un des pères de Topex, ait une place qui lui soit attribuée. Cette place est quand même importante puisque c'est l'entrée du CNES à laquelle il appartenait. Et par ailleurs, Michel a reçu le Grand Prix des Amis de la Cité de l'Espace en 2013. Bon, ces distinctions ne récompensent pas seulement des personnes, mais toute une communauté dont ton association des Amis de la Cité de l'Espace fait partie et qui est engagée dans la diffusion de la culture scientifique et la prise de conscience des enjeux économiques et sociétés du spatial, en particulier
pour le climat et l'environnement. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Alors on va commencer avec un petit film qui n'a rien à voir avec de la propagande, mais un peu quand même. Voilà, maintenant il faut passer après ça. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus si nombreux pour écouter ce qu'on a à vous dire sur cette immense et belle mission qu'est SWOT. Alors SWOT, ce n'est pas le fameux diagramme d'analyse de force et de faiblesse que certains peuvent voir en marketing. Ça n'a rien à voir. On va parler aujourd'hui plutôt de topographie des eaux, à la fois sur l'aspect continental et sur l'aspect océano. Et donc j'ai la chance quand même de présenter aujourd'hui avec Rose-Marie, qui, vous l'avez bien compris, est plutôt une rockstar. Alors bon, on peut le comparer à Johnny ou à Taylor Swift, suivant votre génération, mais vous l'aurez compris, en tout cas c'est quelqu'un de très respectable et de très respecté dans notre domaine. Donc voilà, on va vous donner un petit peu de contexte à cette mission spatiale. On va également détailler un petit peu les instruments qu'il y a sur cette mission, sur ce satellite. Et puis ensuite, on verra quelques exemples en hydrologie et en océanographie. Donc tout d'abord, un peu de contexte. Au CNES, l'Agence spatiale française, on a à cœur de parler de science et de société en même temps. Tout ça est très lié, les enjeux sont liés. À gauche, on voit la science. Mieux connaître, mieux comprendre le système Terre, ça veut dire comprendre quels sont les processus, les grands cycles qui gouvernent, donc ça va être le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'énergie. Tout ça pour prédire un peu l'évolution de notre planète à travers ces grands cycles et aussi comprendre l'impact de l'homme que l'on a sur le fonctionnement de cette planète. Donc ça, c'est le côté scientifique. Mais en fait, c'est très très lié à notre vie de tous les jours. Parce que nous, dans notre vie quotidienne, on essaye de vivre mieux. Et tout ça va s'appuyer sur ce qu'on développe dans la science. Donc ça veut dire prévoir notre environnement dans les prochains jours, parce qu'on a envie de savoir... Est-ce qu'on va faire du bateau ce week-end? Est-ce qu'on va devoir rester à la maison regarder Netflix? Voilà, c'est très concret. On va vouloir aussi prévoir et gérer les événements extrêmes en cas d'inondation, en cas de sécheresse, pouvoir s'adapter et comprendre et gérer nos besoins en eau et en nourriture. Voilà, ça c'est concrètement notre vie de tous les jours et ça, on va pouvoir y répondre grâce à la science. Donc, au CNES, je fais partie de la direction de la stratégie, et en particulier dans une équipe qui s'appelle Études et observations de la Terre au CNES, et on s'appuie sur 5 grands piliers. La science, vous l'aurez compris, c'est le socle, c'est très important. Et de développer aussi des technologies innovantes. Vous allez en voir un bel exemple ce soir avec la mission SWOT, pour construire les filières durables de demain, c'est très important. L'aspect sociétal, vous l'aurez compris aussi, c'est répondre aux défis et aux enjeux notamment du changement climatique qui nous touchent tous les jours. De développer des nouveaux services, mais surtout qui soient utiles à vous, à nous, à tout le monde.
Et enfin, on travaille beaucoup à faire des coopérations, et là aussi, vous verrez un bel exemple de cette coopération France-États-Unis, donc CNES-NASA à travers SWOT. Donc voilà, ce sont nos 5 piliers sur lesquels on s'appuie, qui sont très importants pour développer toute mission spatiale et tout nouveau projet à l'Agence spatiale. Donc maintenant, pourquoi SWOT ? Ici, on aime bien commencer avec une petite phrase qu'Hubert Reeves a pu prononcer, qui est un astronome canadien, et qui a dit « À l'échelle cosmique, l'eau liquide est plus rare que l'or ». Et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que c'est précieux, c'est une ressource qu'on doit pouvoir être capable de gérer et de gérer au mieux de façon optimisée, ne pas la gâcher. Et dans l'exemple avec la petite planète à droite, si on regroupe toute l'eau sur Terre, eh bien, on va arriver à cette petite boule. Et ça, c'est toute l'eau. L'eau des océans, l'eau des lacs, toute l'eau. Donc on pourrait dire, ok, bon, grosse boule, mais il y a quand même beaucoup d'eau salée là-dedans qu'on ne peut pas vraiment utiliser de prime abord. La toute petite bille qu'on voit à droite, ici c'est l'eau liquide. L'eau liquide d'eau douce, c'est-à-dire celle qu'on peut utiliser pour boire, qu'on voit à côté de chez nous. Et là, un point qu'on ne voit même pas tellement, il est petit, il est là, au bout de ma souris. Ici, c'est, ici, on le voit à peine, ça c'est juste l'eau des lacs et des rivières. Et c'est ça qu'on va essayer de mesurer avec SWOT, c'est dire la petitesse. Et c'est comme un petit diamant qu'on va essayer d'observer depuis un satellite situé à 700-800 km de hauteur. Donc SWOT, on vous l'a dit, et c'était aussi dans le petit film d'introduction, c'est un succès historique de par notre partenariat avec la NASA qui dure depuis 30 ans, notamment avec le premier lancement de Topex Poséidon en 1992. Et ensuite, on a été aussi rejoint par d'autres agences comme l'ANOAA, EUMETSAT, l'Agence spatiale canadienne, l'Agence spatiale Grande-Bretagne. Et on a pu lancer d'autres missions satellites, Jason 1, Jason 2, Jason 3, jusqu'à SWOT en décembre 2022. Et tous ces satellites font ensuite aussi partie d'une plus grande famille, si on regroupe toutes les autres missions de nos partenaires européens, nos partenaires chinois et indiens. Bon, SWOT, on va essayer du coup d'observer cette petite bille d'eau, mais en fait, tout ça, c'est pour observer le cycle de l'eau. Alors, le cycle de l'eau, qu'est-ce que c'est ? C'est donc ce grand cycle avec de l'eau dans les océans qui viennent s'évaporer pour aller dans l'atmosphère. Puis ensuite, il y aura des précipitations sur les terres émergées. Ça va venir ruisseler. Et une certaine partie de l'eau va ruisseler dans les rivières jusqu'aux océans. D'autres va percoler dans le sol pour permettre aux plantes de grandir. Et d'autres encore vont aller jusqu'au sous-sol. Donc ça, c'est un diagramme des années 90, donc c'est non seulement écrit en bas à droite, mais on le remarquera aussi à la forme de cette magnifique voiture qui ressemble plutôt à K2000 qu'à une Tesla. Mais bon, voilà. Alors, est-ce que vous l'avez mis à jour, ce genre de graphique historique ? Voilà, on se rend bien que c'est assez simpliste comme cycle de l'eau, et on l'a mis à jour. On l'a mis à jour notamment pour pouvoir inclure aussi les éléments un petit peu spéciaux, comme des lacs qui ne sont pas forcément reliés à un cycle, à un réseau fluvial. On a aussi ajouté tout ce qui est utilisation humaine, avec de la captation d'eau dans les sous-sols, ou bien de mettre des barrages, également pour l'usage agricole de l'eau, avec de l'irrigation. Donc on l'a affiné, on l'a complexifié pour que ça colle beaucoup plus à notre utilisation ça colle plus à la réalité finalement. Donc maintenant, SWOT, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans ? Donc il va observer tout un tas de choses, et j'ai entouré en rouge les grands stocks d'eau que SWOT va pouvoir estimer depuis l'espace. Donc on a évidemment le grand stock d'eau que représente l'océan, les lacs, les rivières, les lacs salés, les calottes glaciaires, le manteau neigeux, les lacs de barrage, et également des flux. On va avoir de très belles illustrations sur la circulation océanique. On va pouvoir aussi évaluer le volume des lacs et l'écoulement dans les rivières. Et donc là, j'aimerais quand même mentionner que, bon, ok, le cycle de l'eau, très bien. Avec le changement climatique, où va toute cette chaleur que l'on génère de plus en plus dans ces dernières années, ces dernières décennies. Et il a été montré que quand même 94% de la chaleur
est emmagasiné par les océans. Donc c'est quand même quelque chose de très important à garder en tête, à quel point c'est important d'observer ces stocks d'eau et cette circulation. Et donc maintenant, ça c'est avec SWOT, mais qu'est-ce qu'il y avait avant SWOT? On va jouer un tour de personnes ici. Donc en fait, avant SWOT, on a été quand même capable de mesurer le niveau des eaux dans les océans et les lacs et les rivières, mais avec une technologie qui nous a servi pendant 30 ans. Donc je voudrais juste expliquer comment ça marche. Vous avez toute l'habitude de voir un radar dans les aéroports qui veut mesurer la distance d'une cible qui est un avion, peut-être 2 km, 3 km, etc. Et donc, en fait, cette technologie de comment on mesure la distance par rapport à notre radar, c'est quelque chose qui est utilisé en quotidien. Quand on embarque un radar sur un satellite, on a le même principe de mesure, mais on tourne ça dans le vertical et on veut envoyer le signal électromagnétique verticalement sur la surface de la Terre et mesurer ensuite le changement de niveau de toutes les eaux que Delphine a mentionnées. Donc, un problème avec ça, c'est que par rapport à un radar dans un aéroport, notre satellite n'est pas sur une base fixe, mais il bouge. Donc il faut avoir une estimation de son position dans l'orbite avec beaucoup de précision. On utilise le modèle, on utilise 3 formes de positionnement par GPS que vous connaissez bien, par Doppler et par laser. Donc aujourd'hui, avec 30 ans d'expérience, on peut positionner notre satellite avec quelques centimètres de résolution. Et ensuite, la mesure, il traverse le nuage parce qu'on est en micro-ondes, mais il peut avoir un petit délai. Donc, il faut estimer ces délais parfois avec les instruments embarqués. Et ensuite, notre satellite, c'est 1000 km d'altitude et on veut viser une variation sur les océans, surtout qui est que quelques centimètres. Donc c'est comme si le satellite est à Munich et moi je suis dans la pièce en train de faire ça avec la main et on veut détecter ça avec un niveau centimétrique. Donc c'est vraiment une précision en hauteur maintenant après 30 ans qui est vraiment extraordinaire. Le seul bémol, c'est qu'on fait une mesure dans une dimension sur la trace de le satellite. Et cette tache au sol, ça peut être quelques kilomètres, mais ça va sillonner autour de la planète. Et dans la deuxième planche, on voit après une journée comment 4 satellites sur 4 missions différentes veulent observer le Méditerranée occidental. Et on voit qu'il est le grand trou. Après 10 jours, on a une couverture de ces 4 satellites qui est beaucoup plus complet, mais on voit qu'il y a encore le trou dans la raquette. Il y a certaines zones où s'il est un lac, rivière ou une zone côtière, on ne mesure pas du tout, même en 10 jours de mesure. Et donc, nous avons vécu avec ça, avec plus en plus de satellites, mais toujours avec ces trous entre les différentes traces. Et les océanographes, on a pris toutes ces données et on a interpolé ça sur une grille régulière pour faire les études, par exemple, de El Niño ou la forme de peau d'orange, on voit dans la moyenne latitude. C'est le tourbillon d'une taille d'une centaine de kilomètres qui se balade au-dessus de l'océan. Donc on a mesuré tout ça depuis longtemps, mais qu'à ces grandes échelles, parce que les petites échelles, ils tombent entre les traces et on ne peut pas vraiment les suivre. Alors en quoi on appelle toujours SWOT une rupture technologique? Alors où se trouve la rupture technologique par rapport à ce que tu viens de nous montrer là? Bon, ça, c'est un radar unidimensionnel et on veut passer ensuite en 2 dimensions avec SWOT et vraiment boucher le trou entre ces traces. Donc, en fait, pour hydrologie, on passe sur un lac, par exemple, avec une de ces traces, et on peut faire ça comme une station virtuelle et ensuite suivre l'évolution temporelle qu'on voit en bas pendant 30 ans. Ça, c'est une évolution d'un lac qui est pas en Méditerranée, c'est le lac Victoria en Afrique. Mais on peut voir aussi comment ça fait au fil du temps. Mais que le grand lac et que la grande rivière, à cause de ces trous entre les traces. Et donc,
pour pallier ces questions, on a travaillé depuis des décennies pour essayer de trouver une autre façon de faire ces mesures de hauteur qui sont très importantes pour le suivi de toutes ces eaux. Et en fait, il y avait un groupe de travail qui a commencé sur une mission qui s'appelle the Wide Swath Ocean Altimeter, la fin des années 90, début de 2000, où ils ont dit on va utiliser une technique interférométrie qu'on utilise souvent en sismologie pour voir les différences après un séisme ou après une éruption volcanique, mais on veut mettre deux antennes, deux capteurs, chaque côté d'une longue mare, et on veut recevoir le signal de retour et faire un interférogramme pour avoir beaucoup plus de précision. Et le changement, c'est qu'on veut faire ça proche à la verticale, et ça nous permet d'avoir la résolution en hauteur presque comme un altimètre radar. Donc, ces idées étaient testées d'abord sur le Space Shuttle et c'était conçu par un ingénieur JPL, Ernesto Rodriguez, qui est un peu le père de altimétrie à large fourchée et même de SWOT. Et niveau scientifique, tout le programme était mené par deux chercheurs, Li Fu et de JPL, qui est aussi le project scientist de SWOT, et le regretté Yves Menard de CNES. Et donc, un peu plus tard, on avait une autre mission où on a utilisé certaines améliorations. D'abord, on est allé chercher la communauté hydrologique pour ne pas juste travailler sur les océans. Ensuite, on a fait certains développements techniques pour améliorer le signal avant qu'on fait l'interférométrie. On utilise une technique qui s'appelle SAR. Je ne vais pas expliquer en détail, mais ça permet d'avoir une résolution de 10 mètres. La chose qu'avec un altimètre radar conventionnel, on a une résolution de quelques kilomètres. Donc, c'est vraiment une amélioration énorme. Et cette mission, menée par Nelly Mogna de CNES, Doug Alstoff aux États-Unis et Annie Cazeneuve, que vous avez eu dans notre réunion, qui était vraiment un très fidèle support pour le développement de l'hydrologie spatiale en France et dans le monde. Donc, ces missions sont proposées aux agences spatiales, mais malheureusement, ni une ni l'autre était financée, donc ce n'est pas volé. Mais toute la préparation technique et la préparation scientifique était vraiment déjà en route quand on avait proposé de mettre ces deux communautés ensemble et faire SWOT. Donc SWOT, c'est vraiment comme la question, c'est vraiment une rupture technologique parce qu'on passe d'un radar simple à cette radar avec les deux antennes à chaque côté. Donc ça, c'est un petit film qui montre cette mesure. Donc on a un altimètre nadir au centre, on a ces longs bras et deux antennes, une qui va envoyer un signal à la surface et on veut recevoir les deux signaux aux deux antennes interférométriques, faire le calcul de SAR interférométrie et tout ça sur toute la surface continentale et océan pendant 21 jours jusqu'à 78 degrés nord et sud. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment un travail de beaucoup d'équipes différentes. L'altimètre nadir, c'est suivre les choses qu'on a fait avec Jason, avec CNES et Thales à Ligne Espace. L'altimètre interférométrie, qui est vraiment la nouveauté de ce système, c'est fait aussi avec le partenaire de la UK et Canadian Space Agency. Et nous avons la même forme de positionnement de le satellite dans son orbite qu'on fait avec les altimètres conventionnels et le radiomètre embarqué. Il y a un problème avec ce système, c'est que nous avons une résolution de 10 mètres sur toute la surface, tout le temps. Et en fait, c'était impossible de descendre tout cet énorme volume de données. Quelques téraoctets de données sont collectés par jour. Et en fait, on n'avait pas la station de sol adéquate pour descendre toutes les données.
Donc une décision a été faite pour garder toute cette haute résolution sur la surface continentale parce qu'on a besoin, comme l'image montre, d'avoir de tout petits lacs, de structures de rivières. Ou que pour les océanographes, la première chose importante, c'est la précision en hauteur. Et on attend qu'on peut avoir la chose qui est légèrement plus grande sur les océans. Et donc, il y a une première avec SWOT, c'est qu'on a dit on a besoin de toute cette résolution dans le calcul, mais on ne peut pas descendre les données, il faut avoir une solution. Et la solution, c'est qu'il fait les premières étapes de traitement par l'ordinateur à bord, le satellite. Et donc ça, c'est un grand défi technique et c'est une grande première avec SWOT qu'on fait ce calcul qui est quand même extrêmement compliqué, mais on le fait à bord le satellite. Et je peux vous dire, avant le lancement, on a testé, mais si ça ne marchait pas, on n'avait pas les données sur les océans. Donc on était là juste après le lancement. Et vous verrez l'image à droite, amplitude, phase, cohérence, qui sort de ce calcul à bord le satellite. Donc l'ordinateur à bord le satellite est capable de sortir ces images. Et en fait, on voit avec l'amplitude, c'est dans le golfe de Mexique, c'est une fourchette qui arrive sur la côte. Toute l'amplitude, phase, cohérence dans l'océan, c'est beau, c'est propre, il n'y a pas de perturbation. On voit la structure de petits lacs, les zones humides près du bord. Et on voit aussi en phase une forme de changement de phase assez rapide. Ça, c'est parce qu'il y a une pente, il y a une colline là, et qu'on voit le changement de phase. Donc, c'est quelque chose qu'on était extrêmement rassurés quand on a vu ça. Ensuite, on peut imaginer si on voudrait calculer la différence entre deux ondes qui arrivent chaque côté d'une mare de 10 mètres. Il faut que cette mare est stable, il faut qu'il n'y ait pas de perturbation mécanique, il ne faut pas non plus qu'il y ait le changement thermique parce que le soleil est ici ou pas là. Et donc, en fait, il avait un énorme travail technique aussi pour ça. Et le volume de données, il y a les équipes qui travaillent au sol qui doivent traiter 1 téraoctet de télémesures qui descendent par jour. Ensuite, on construit un énorme choix de différents produits sur l'hydrologie, sur les lacs, les rivières et aussi sur les océans. 20 téraoctets de produits sont générés par jour et 15 sont échangés entre le JPL et le CANES pour ajouter les différentes composantes. Donc, c'est une organisation exceptionnelle qui est faite au CANES au JPL pour avoir ces volumes de données. Donc, je passe... On fait un tour demain. Voilà. Donc voilà, je vais reprendre la parole pour parler de choses un petit peu plus thématiques. Maintenant qu'on a vu à quel point on avait un bijou technologique entre les mains, maintenant à quoi ça sert et comment on va s'en servir. Donc il y a 3 grands volets dans SWOT. Il y a la partie hydrologie, où on va être en mesure de faire le premier inventaire à l'échelle planétaire de tous les stocks d'eau qui sont disponibles à la surface, à la fois donc spatialement, mais aussi dans le temps. Côté océanique, on va pouvoir avoir une première détermination globale de toute la circulation des océans avec les interactions et les mécanismes de circulation qui seront vraiment à haute résolution pour la première fois, et aussi mieux comprendre le transport de chaleur, de carbone et aussi de nutriments dans les océans. Il y a aussi un volet côtier qu'on abordera beaucoup moins aujourd'hui, mais qui pourrait aussi avoir toute sa place dans une autre conférence. C'est le côtier. C'est là où il y a beaucoup d'échanges, notamment entre les eaux continentales qui viennent se déverser dans les océans. Il y a beaucoup de physique, c'est très complexe, et donc c'est un nouveau pan qui va s'ouvrir grâce à SWOT et qu'on démarre maintenant comme activité et qui va vraiment nous aider pour mieux comprendre la physique. Donc je vais commencer cette partie thématique avec l'hydrologie. Donc je reviens sur ce grand cycle de l'eau. Finalement, l'hydrologie, qu'est-ce que c'est ? Dès que la première goutte va toucher une surface continentale, on va commencer à parler d'hydrologie et on va regarder en fait son chemin, par où elle va passer jusqu'à revenir aux océans. Donc c'est un petit peu l'équation barbare qui est à droite. Finalement, qu'est-ce qui arrive ? Des précipitations. Comment l'eau peut s'échapper, entre guillemets ? Eh bien, soit elle est évaporée pour revenir vers l'atmosphère, ou bien elle est évacuée vers l'océan. Voilà, c'est vraiment une simple addition-soustraction, et la variation de tout ça va être spatiale. Donc on va regarder où est-ce qu'elle se situe. Cette eau, elle peut être à la surface, elle peut être dans le sol, les premiers centimètres, ou bien elle peut aller aussi carrément dans les sous-sols.
Donc on va pouvoir regarder avec SWOT la partie uniquement surfacique, mais va nous donner des informations extrêmement précises sur les lacs, les rivières, la neige et les glaciers. Donc en fait, pourquoi on fait tout ça ? Bon, là, je vais tenter une image un petit peu osée, on va y aller ensemble. Imaginons que vous êtes un chef cuistot et que vous devez cuisiner des pâtes pour vos clients. Et vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez en stock, en réserve en termes de pâtes. Ben, vous ne pouvez pas y arriver parce que vous avez besoin de savoir qu'est-ce que vous avez en stock. Vous avez besoin de connaître la recette pour savoir combien de pâtes vous allez mettre dans une assiette et vous avez besoin de connaître le nombre de clients que vous avez à servir. Ben, l'hydrologie, le cycle de l'eau, c'est pareil. On a besoin de connaître, en fait, on a besoin d'observer nos ressources en eau, savoir où est-ce qu'elles sont et en quelle quantité. Donc ça, c'est ce qu'on a en stock. On a besoin de connaître la recette, c'est toute la science, c'est tout ce cycle de l'eau, de bien comprendre. Donc il y a plein d'équations derrière, mais de comprendre comment elle coule, où elle va. Et ensuite, le nombre de clients, finalement, c'est nos besoins en eau à nous, qu'on a pour vivre, pour s'amuser, pour s'alimenter en termes d'énergie. Voilà. Et c'est cette combinaison des trois qui va nous permettre de mieux gérer nos ressources en eau et d'avoir un monde qui fonctionne mieux. Donc en premier lieu, on va regarder les grands fleuves. Alors pourquoi les fleuves, c'est important ? Il y a presque un humain sur deux qui vit à moins de 3 km d'une rivière. Il y a 1/6 des zones urbaines qui se situent à moins de 100 mètres d'une zone inondable, voire y est dedans. Et 25% des frontières sur Terre sont des rivières. Ne serait-ce que nous, en France, la frontière qui nous sépare de l'Allemagne, c'est le Rhin. Donc vraiment, les rivières sont partout. Donc pour les observer, on n'a pas attendu SWOT, évidemment, pour les observer. On a aussi des moyens beaucoup plus physiques où on peut aller poser une sonde, on peut mettre une règle et regarder la hauteur des rivières. C'est ce qu'on fait depuis les années 1900. Et en haut, on montre une carte de où sont situées toutes ces stations, toutes ces règles qu'on a posées pour mesurer ces hauteurs de rivières. Donc on voit surtout qu'elles sont très centrées en Amérique du Nord, en Europe, et il y en a encore un petit peu en Asie et en Australie. Mais on voit surtout qu'on ne couvre pas du tout l'entièreté du globe et que les 10 dernières années, on a une chute vertigineuse du nombre de stations qui sont vraiment installées et maintenues, parce que ça demande beaucoup de maintenance, pour pouvoir observer ces rivières. Donc pour ça, on l'a montré, il y a plusieurs satellites qui existent déjà. On peut voir la hauteur des grandes rivières et des grands lacs, comme la courbe qu'on a vue sur le lac Victoria, avec les altimètres classiques, ce qui nous permet, c'est ce qu'on appelle des stations virtuelles. C'est-à-dire que c'est un satellite qui revient tous les X jours et qui vient mesurer la hauteur. Donc on a 24 000 points où on a des hauteurs de rivières. Et grâce à SWOT, on va pouvoir passer de 24 000, c'est le chiffre qui est ici, à 213 000. Ça, c'est la portée de SWOT. C'est quand même l'élément le plus important. C'est grâce à cette fauchée en 2D, on va pouvoir vraiment augmenter d'un facteur 10 toutes les rivières qu'on va pouvoir observer. Donc concrètement, en fait, on a une ligne prédéfinie de où passent les rivières. Tous les 200 mètres, on a un point où, avec SWOT, on va venir mesurer la hauteur et la largeur de cette rivière. Et sur des sections de 10 km, on va pouvoir aussi calculer la pente. Ça va nous être très précieux pour les débits. Et ici, donc ça c'est l'entièreté du système fluvial sur la Terre qu'on va pouvoir observer. Donc on voit vraiment énormément de rivières. Et en France, voici la carte des rivières qu'on va pouvoir observer. Ce sont des rivières qui sont de largeur au-delà de 50 mètres. Par ces mesures, est-ce qu'on pourra mesurer la Garonne et des zones humides autour de Toulouse Exactement. Voilà. Donc la première image qu'on a pu avoir sur Toulouse le 16 mars 2023, c'était vraiment sous nos yeux ébahis la première image de SWOT où on voit, donc voilà, là, on reconnaît la ville de Toulouse bien sûr, avec la Garonne et l'Ariège, la confluence, et donc la Garonne poursuit son chemin. On observe très très bien le lac de la Ramée ici. Donc l'Ariège, on y voit même le canal du Midi. C'est-à-dire que normalement la mission elle a été pensée, designée pour des fleuves qui font entre 50 et 100 mètres de large. Le canal qui ne fait que 20 mètres était visible par SWOT. Ça c'est une énorme surprise, une bonne surprise. Beaucoup d'ingénieurs ont travaillé dur pour que ce soit faisable et ils l'ont fait. Donc vraiment on va pouvoir étudier ça et c'est formidable. Donc évidemment, on pourrait dire, ok, le lac de la Ramée, mais il y a aussi un gros truc blanc qui n'a rien à voir, qui sont des gravières. Et il y a aussi la ville qui apparaît très très en blanc. Donc on comprend aussi que le signal sur Thiers, il n'est pas si simple, il n'est pas aussi
facile de différencier de l'eau, de la ville ou de gravière. Voilà, donc il y a du travail, il y a beaucoup d'ingénieurs et de scientifiques qui travaillent justement à démêler un peu ce signal, mais en tout cas les données sont là, et si ce qu'on ne pourrait pas garder en premier lieu pourra tout à fait être repris par de futures générations de scientifiques et récupérer de l'information pour en faire des choses qu'on ne connaît pas encore maintenant, mais qui seront très certainement extraordinaires. Donc voici un autre exemple sur le mois de mai 2024, donc c'est très récent, sur la hauteur moyenne des rivières qui viennent alimenter à la fois la mer Caspienne et la mer Noire. Donc ça va être vraiment une première mondiale de pouvoir observer tout ce réseau qui vient alimenter ces deux mers. Donc là, les couleurs représentent l'élévation de l'eau dans ces rivières. Et donc là, tout va bien, hein, ça coule vers ces deux mers. Donc maintenant, la question, c'est, OK, SWOT apporte beaucoup d'informations sur la hauteur, mais à quelle vitesse, dans quel volume? Et donc ça, c'est la question des débits. Donc la 2D, c'est ici que va se jouer l'apport de SWOT pour ces débits. Parce que Rosemary l'a bien expliqué, dans l'altimétrie plus classique, donc on a une grande ligne. Donc on va venir vraiment mesurer le ping-pong de ce rayon pour pouvoir mesurer la hauteur du lac ou d'une rivière. Donc ça, c'est totalement indépendant du couvert nuageux. Donc qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, on peut le faire. Ensuite, sur la partie du milieu, effectivement, il y a des satellites qui prennent des photos et on pourrait dire, très bien, on prend une photo et on mesure la largeur et puis voilà, on peut combiner les deux et tout va bien. Souvent, ces mesures, ces observations ne sont pas forcément concomitantes et on peut imaginer qu'une rivière, un lac, ça vit. Donc si la photo est prise 10 jours après, quand on a mesuré une hauteur, ça a peut-être moins... C'est pas assez corrélé dans le temps. Et surtout, quand on prend une photo... s'il y a un couvert nuageux, on ne voit plus rien. Donc, c'est une information et jusqu'à ce que SWOT arrive, on a travaillé avec ces deux instruments. SWOT, ça réunit un peu le meilleur des deux mondes puisqu'on va pouvoir avoir à la fois la hauteur et la largeur qui vont nous permettre donc de regarder les volumes et les débits. Donc ce que voit SWOT quand une rivière évolue, donc alors c'est un peu exagéré, mais c'est pour grossir le trait pour qu'on voit bien. Donc à chaque fois que SWOT va passer, il va voir une surface qui va changer, notamment la hauteur, la largeur. Donc tout ça va évoluer et au fur et à mesure des passages, on va pouvoir affiner notre pente. Parce qu'évidemment, si on est sur quelque chose de très plat, on peut imaginer un débit un peu plan-plan qui est assez faible. En revanche, on imagine bien un torrent de montagne avec une grande pente et ça envoie. Donc c'est très important d'avoir cette information de la pente. Donc chouette, avec SWOT, on va pouvoir observer plein de choses, mais mathématiquement, on appelle ça un problème sous-contraint ou mal posé. Et en traduction française, ça veut dire que on ne peut pas tout faire, il va falloir faire quelques hypothèses, et notamment parce que la rivière, elle est rarement à sec, en tout cas on l'espère, et il y aura toujours cette petite surface, donc ce petit volume au fond, qu'on n'arrive pas forcément à estimer. Donc pour ça, il y a plein de gens qui font des choses vraiment très compliquées. Ils sont pleins. Et ils font des grands modèles pour essayer justement d'arriver à estimer ces débits de la manière la plus précise possible avec les informations que SWOT va pouvoir donner, c'est-à-dire la hauteur, la largeur, la pente et ces différences de volume qu'on arrive quand même à observer. Et ce qu'on va pouvoir modéliser, et c'est ce qu'on va vous montrer un petit peu après, ce sont donc des débits et des volumes. Donc il y a plein de variables intermédiaires, comme cette petite aire invisible, le débit en amont, la rugosité, voilà, tout un tas de choses. Ici, je vous montre une petite animation. C'est vraiment quelque chose de tout frais qui date d'il y a 10 jours. C'est la première fois qu'on arrive à modéliser le débit et sa répartition sur le bassin de l'Ohio, qui est un des bassins qui vient alimenter le Mississippi. Et aux États-Unis, donc ils ont développé, là d'ailleurs c'est un modèle français que je vous montre, sur ce bassin-là, pour pouvoir générer les débits uniquement à partir de SWOT. Voilà. Et ne serait-ce que ce travail-là a demandé une collaboration de plus de 100 personnes sur des équipes internationales et des 20 dernières années. Donc avec SWOT, c'est un démonstrateur, un petit bijou scientifique, vous l'aurez bien compris. Ce n'est pas quelque chose qui fait du temps réel, c'est un démonstrateur. Donc on ne va pas pouvoir faire du suivi de catastrophes naturelles. En revanche, on peut quand même observer les effets et les impacts des catastrophes naturelles. Donc ici, je montre un exemple
au Brésil, sur la vallée du Rio Grande do Sul, où donc au 14 avril, avant de grandes précipitations, on a pu observer donc toute cette vallée et la hauteur d'eau en particulier, où tout va bien. Et ensuite, il y a eu énormément de pluie, beaucoup de pluie, ce qui a créé de grandes inondations. Et c'est ici, en tout cas là, on a pu voir, donc il y a 21 jours entre deux passages de Swat. Donc entre-temps, il y a eu donc cette catastrophe et on a pu observer en tout cas les impacts de ces pluies diluviennes sur cette région. Donc pour Swat, ce n'est pas possible forcément de faire du suivi en temps réel. En revanche, il y a des programmes qui sont faits pour au niveau européen, donc ça s'appelle le programme Copernicus, et il existe aussi une charte internationale que les États peuvent demander de l'aide pour que tous les satellites qui passent au niveau d'une zone sinistrée puissent avoir accès à des données satellites et organiser les secours en fonction. Et si on fait un zoom en particulier sur cette région-là, ici on montre donc bien l'effet d'un barrage. Donc on voit toute une rivière qui arrive, ça forme un tout petit lac et ensuite une plus petite rivière qu'on observe très bien et qui a malheureusement cédé suite à ces pluies diluviennes et qui a donc amplifié la catastrophe de ces inondations. Donc voici aussi une nouvelle image qui a été réalisée au-dessus du Yukon en Alaska. Donc c'est vraiment tout en haut à gauche. Donc qui date du 18 juin 2023, où on voit clairement donc la rivière du Yukon et ses nombreux bras, parce qu'il y en a beaucoup. Et on ne voit pas que ça sur cette image, on voit également les milliers de petits lacs qu'il peut y avoir en Amérique du Nord. Il y en a vraiment beaucoup, qu'on n'a jamais pu observer, puisqu'ils sont trop petits. Et grâce à Swat, on va pouvoir enfin avoir des informations sur ces lacs, leur étendue, leur évolution au cours des saisons. Et tous ces petits lacs sont en fait très importants en eux-mêmes, mais aussi parce que ils sont souvent interconnectés et souvent une rivière passe au milieu et ça a un rôle de tampon finalement. C'est-à-dire que l'eau arrive dans un lac. Est-ce que ça implique une baisse de débit ou au contraire est-ce que ça l'amplifie ? Voilà, on va pouvoir étudier ça et répondre à beaucoup de questions scientifiques. Donc maintenant, on va passer à la partie lac. Donc pourquoi on étudie les lacs ? Donc bon, là, vous l'avez vu, on va pouvoir avoir accès à plein de lacs. Donc d'abord, les lacs ont un rôle de traceurs. Traceurs, dans le sens, sont un peu des sentinelles du climat, puisqu'ils réagissent, ils sont tout le temps en adaptation permanente. Un lac, il est jamais à l'équilibre, parce qu'il y a toujours de la pluie, il y a toujours des apports latéraux, ça s'évapore avec le soleil, il y a des débits entrants, il y a des débits sortants, donc ça passe son temps à s'adapter. Et ce sont donc de formidables sentinelles du climat qui s'adaptent tout le temps. Ce sont aussi des régulateurs. On a fait des études, il y a des études scientifiques qui montrent que aux abords d'un lac, mais il n'y avait peut-être pas besoin d'études pour savoir qu'au bord d'un lac, il fait plus frais. Mais là, on a réussi à le quantifier, et c'est de l'ordre de 1 degré à 1,5 degré, en tout cas en Europe. Donc ça, c'est l'impact de la présence d'un lac. Ça accumule également de la chaleur, et ça la restitue en partie, mais ça la restitue encore plus quand ils sont salés avec une petite profondeur. Et enfin, on parle de lacs en tant qu'intégrateurs, puisqu'ils enregistrent le climat du passé dans leurs sédiments. De la même façon qu'on fait des carottes dans la glace, on fait aussi des carottes dans les sédiments des lacs, et on va pouvoir venir étudier les différentes couches qui vont nous donner des indications sur ce qui s'est passé il y a fort longtemps. Donc maintenant, avec l'altimétrie classique, on observait uniquement des grands lacs et autour de 540-550 lacs étaient suivis de cette façon par altimétrie classique. Et avec SWOT, on va monter ce nombre à 6 millions. Donc vraiment là, le SWOT va fournir tous les 21 jours des informations sur 6 millions de lacs. C'est vraiment un pan entier de sciences qu'on va pouvoir ouvrir grâce aux observations de SWOT. Et donc tout ça, on les consigne sur un portail qui est ouvert à tous. Vous pouvez aller voir votre lac préféré, cliquer dessus et regarder un petit peu l'évolution dans le temps. Donc là, j'ai montré un exemple d'un lac transfrontalier entre le Turkménistan et l'Ouzbékistan où on peut avoir une série temporelle là, depuis 1992, puisqu'il était assez grand pour être vu par les altimètres classique, et on va pouvoir y ajouter SWOT par la suite. Donc voici la première carte
de l'élévation de surface moyenne de tous les lacs sur Terre que SWOT est capable de visualiser, d'observer. Donc là, c'est une carte entre janvier et mai 2024 et les hauteurs sont représentées par les différentes couleurs. Bon, là, vous allez me dire, ok, on voit surtout de la topographie finalement. Quand le lac est en haut, il est haut, et puis quand il est au bord de l'eau, il est bas. Bon, ok. Donc ce qui est surtout intéressant, c'est de voir l'évolution du lac dans le temps. Donc si on regarde l'évolution par rapport à la moyenne, c'est plus ça qui nous intéresse. Et donc là, on a fait un zoom sur l'Inde. L'Inde est un pays très intéressant puisqu'ils ont de nombreux réservoirs. C'est pour ça qu'on a fait la différenciation entre les lacs qui servent de réservoir pour l'irrigation, donc c'est de l'eau qu'on va capturer pour pouvoir ensuite irriguer, et des lacs naturels qui, eux, vivent un peu leur vie sans que l'homme n'ait à y toucher. Et donc, à chaque fois que SWOT va venir passer au-dessus de l'Inde, on va pouvoir mettre à jour en fait, cette carte et voir l'évolution des lacs, ceux qui baissent, ceux qui montent. Et toute cette information, en tout cas pour les agences de bassin en Inde, vont être très importantes parce qu'ils sont très nombreux et on ne peut pas tout instrumenter. Donc là, on va avoir vraiment de l'information intéressante pour pouvoir gérer au quotidien les ressources en eau. Donc tout ça, on a parlé de hauteur jusqu'à maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est aussi les volumes, pour avoir vraiment le nombre de litres, de kilomètres cubes qu'on a à disposition. Et donc pour ça, comme pour les rivières, on ne voit jamais le fond. Par contre, on peut imaginer que un lac, c'est comme un gros bol, et que si on arrive à observer une certaine hauteur à un certain jour, puis une autre hauteur à un autre jour, on peut supposer une forme de lac. Et cette forme, on va l'affiner au fil du temps, parce que plus SWOT va passer, plus on va emmagasiner de l'information, et plus la forme de ce bol va pouvoir être affinée, et ça, lac par lac. Et ce qui est important, c'est que avant SWOT, on n'observait que 40% des changements à l'échelle globale des volumes de lacs. Et donc, grâce à SWOT, on va pouvoir doubler et aller jusqu'à 80% d'observation de ces changements de volume. Et ici, donc également, c'est tout chaud, ça vient de sortir. C'est l'estimation du volume des lacs d'eau douce et d'eau salée à l'échelle planétaire. Donc là, c'est vraiment des volumes en kilomètres cubes et répartis sur la planète, où on voit donc une énorme réserve d'eau douce, notamment en Amérique du Nord, et également en Europe du Nord et en Sibérie. Et donc là, la mer Noire qui est extrêmement salée, et beaucoup d'autres lacs qui sont répartis sur la Terre. Voilà. Donc pour l'instant, ce ne sont que de la visualisation. On n'a pas encore eu le temps d'examiner vraiment en profondeur tout cela, mais ça va clairement et nettement améliorer notre science et nos connaissances. Tu peux nous parler aussi des applications, autres applications que SWOT ne va pas mettre de mettre en place, de développer dans le futur, quoi. Voilà, je vous ai préparé donc un exemple sur notamment le plateau tibétain. Alors, pourquoi si loin ? Sur le plateau tibétain, il y a des milliers de lacs. Et ces lacs-là, il n'y en a aucun qui est géré par l'homme. Ce ne sont que des lacs naturels. C'est-à-dire que tout ce qu'on va observer sur ces lacs-là sont des conséquences du climat, du changement climatique. Donc tout ce qu'on va observer, on va pouvoir le relier aux conditions d'environnement. Et ce qu'on a observé, c'est une hausse vraiment extrêmement forte du niveau de plusieurs lacs tibétains qui, eux, étaient instrumentés ou sur lesquels ils étaient assez grands pour que des altimètres classiques puissent observer des hauteurs. Et on s'était dit, bon, fonte des glaciers, ok. Et en réalité, il y a eu des publications scientifiques qui ont montré que non, en fait, c'est d'abord et avant tout, donc à hauteur de 80%, dû à l'augmentation des pluies dans la région. Et seulement 20% étaient causés par la fonte des glaciers. Donc, on a compris pourquoi ces lacs augmentaient en hauteur. Et dans des projections d'ici 2100, on prévoit une extension de ces surfaces de lacs de l'ordre de 70%, ce qui va former des mégalacs, mais surtout va causer des submersions terribles pour les routes. Donc les populations vont se retrouver coupées. Également des pâturages, des terres agricoles, des forêts. Donc ce sont des ressources naturelles pour toutes les personnes qui vivent dans cette région. Et il a été prévu que un déplacement de 5 à 7 millions de personnes. C'est énorme. Donc il y a vraiment un besoin de bien observer ce qui se passe, de bien préparer les populations. Et ça, SWOT va nous le permettre.
Parce que jusqu'à maintenant, dans cette région, seulement 30% des lacs étaient observés par l'altimétrie classique. Et grâce à SWOT, on va pouvoir en suivre des milliers et on va pouvoir assurer un vrai suivi hydrologique de tout ce bassin pour mieux comprendre le cycle de l'eau et pouvoir préparer donc les plans pour déplacer ces personnes ou à l'inverse essayer de mettre des infrastructures pour les protéger. Et ici on met la première carte qui a été faite sur cette région en avril 2024 de tous ces petits lacs qui vont ensuite former des petites mers intérieures. Et je vais laisser la parole à Rosemary pour l'océanographie. Merci bien. Donc on revient à la Grande Bleue. J'aime bien ce dessin qui était fait au CNES. Ça ressemble les huîtres, non? Ça ne nous donne pas faim de voir ces huîtres, l'océan qui tourne autour. Donc, pour commencer, je voudrais juste faire un point important quand on fait la mesure du niveau des océans. C'est une mesure la surface, bien sûr, mais c'est quelque chose qui représente un intégral vertical de toute la masse et toute la chaleur qui est en profondeur dans les différentes couches de l'océan. Donc, si on a une contribution qui est chaude en profondeur, il va y avoir une expansion thermique parce que c'est chaud, et le niveau de la mer va monter. Et donc, en fait, c'est ça qu'on voit sur ces schémas à gauche. Il est le Gulf Stream. Et au sud, on voit que les eaux chaudes, il est un niveau plus haut qu'au nord, au large de Terre-Neuve, c'est froid. Les eaux sont plus froides et donc contractées et c'est plus bas. La deuxième chose, c'est qu'entre une pente comme ça, entre les endroits hauts et bas, on peut déduire le courant par rapport à l'amplitude de cette pente. Donc si la pente est très très forte, comme on voit ici, nous avons un courant qui peut avoir une extension verticale assez importante, qui est aussi très fort. Et donc c'est ça qu'on voit sur l'image à droite. C'est en vert, rouge, c'est la partie haut, en bleu, c'est la partie bas, et entre les deux, il y a le Gulf Stream qui sillonne. Et donc en fait, c'est toute la force d'une mesure d'élévation, de topographie des océans, c'est que nous donne une idée de le contenu de chaleur par l'expansion thermique ou la convergence de masse, mais ça donne aussi une mesure directe de courant par la pente. Le problème, c'est que quand on n'avait que les données unidimensionnelles, on n'a pas la pente en deux dimensions, et donc en fait, c'est pour ça aussi qu'on a fait la carte interpellée et on n'a que vu la grande structure. La chose ici, c'est le tourbillon issu de cartes multi-altimètre conventionnel, et donc on n'a que le tourbillon et les instabilités qui est plus d'une centaine de kilomètres de largeur. Donc avec SWOT, je vais parler de 5 enjeux, je mets 3 doigts, 5 enjeux spécifiques pour pourquoi les océanographes sont motivés pour avoir ces mesures en 2D. Le premier, c'est d'avoir toute le courant, pas juste plus grande que 100 km, mais aussi toute le courant beaucoup plus petit. Et ça, c'est une sortie d'un modèle numérique qui a été fait dans la préparation de SWOT, où on a forcé le modèle par l'atmosphère, mais aussi par la marée. Et on voit qu'il est le petit, c'est la carte de vitesse de courant dans tous les océans du monde. Donc il est bien sûr le courant qui fait le méandre autour du Gulf Stream, mais il y a beaucoup plus de petites structures qu'on voit dans ces cartes. Et dans la partie tropicale, je ne sais pas si on voit en fond de la salle, mais il y a aussi une forme de propagation des ondes, les ondulations qu'on voit, qui sont la propagation des ondes forcées par la marée, bien clair dans la zone tropicale. Donc tout ça, c'est extrêmement difficile à observer avec une coupe unidimensionnelle par-ci, par-là. Donc on attend avec SWOT de voir ces structures en 2D, parce que c'est partie du pente. Ensuite, ça, c'est une image que j'adore, c'est aussi sorti d'un modèle, mais ce n'est pas le courant, c'est le gradient de courant, c'est la pente des courants. Et en fait, c'est une représentation aussi des étirements faits sur les océans par le courant. Et dans ces zones des étirements, c'est vraiment la zone où on a la plongée verticale des océans qui est le plus énergétique. Donc en fait, on peut imaginer cette forme d'engrenage qu'on voit à gauche. Quand les eaux entrent dans cette double
tourbillon d'une centaine de kilomètres. Il va plonger en entrant et à la sortie, il va remonter dans l'autre sens. Donc en fait, cette forme de structure, ça nous donne en termes des océanographes une idée très claire à la zone où on veut plonger les eaux en profondeur et les remonter en surface. Ça, c'est extrêmement important parce que, en fait, c'est la façon que toute la chaleur, le carbone qui est emmagasiné en surface, va plonger à l'intérieur. C'est vraiment porté par ces petites échelles. Et la zone où on remonte dans l'autre sens, nous avons aussi les eaux froides pleines de nutritifs qui viennent à la surface. Et donc, le biomasse, toute la chaîne alimentaire va adorer d'avoir toutes ces sources de nutritifs qui viennent à la surface. Mais c'est tout à ces fines échelles. Donc, ça, c'est le gradient de la courante. Déjà, le courant avait un peu mal avec l'altimétrie une dimension, mais le gradient de courant, encore moins. Et donc, en fait, avec une mesure deux-dimensionnelle, on va vraiment avoir pour la première fois un accès à ces structures qui est très importante pour comprendre la recirculation en profondeur dans les océans. Troisième chose qui est un enjeu majeur, c'est la marée. Donc, quand on y va à la plage ou à la côte atlantique, les choses qu'on voit en termes de changement d'élévation du niveau de la mer, c'est bien sûr la marée. Et la marée, c'était mesuré avec le maréographe à certaines positions along la côte, ou sinon avec altimétrie unidimensionnelle au large. Mais on n'avait pas la petite structure de la marée. Et donc, soit c'est comme si on a mis un maréographe chaque 250 mètres sur tous les océans, côtières, haute latitude, dans le fjord, partout. Et donc, en fait, on attend d'avoir une amélioration énorme dans notre estimation de la marée. Et quand c'est prévisible, dès qu'on a fixé la petite structure de la marée maintenant, on peut faire la prévision à l'avenir grâce au SWOT. Deuxième chose, c'est que quand la marée entre en interaction avec une bathymétrie qui est très pentue, dans une océan qui est stratifié entre l'eau chaude en surface et l'eau froide en bas, ça va générer les ondes à l'intérieur des océans, ça s'appelle les ondes internes. Et donc, chaque 12 heures, la marée vient frapper contre la bathymétrie, ça va générer ces ondes qui vont avoir une amplitude à l'intérieur de l'océan de peut-être une centaine de mètres, mais une structure en surface qui est de quelques centimètres. C'est ça qu'on avait vu avec l'altimétrie conventionnelle. La carte en bas, c'est notre vision de la propagation de ces ondes à partir de dorsale mi-océanique et comment ça s'est réparti. Bon, ça c'est intéressant qu'il y ait les ondes, mais il y a des choses vraiment importante aussi pour le climat avec ça, parce qu'on sait que 30% de l'énergie de la marée est transférée ces ondes et ensuite dissipée au milieu des océans, mais on ne sait pas exactement où. Et la zone où on voit ces ondes qui sont générées, qui propagent loin de la bathymétrie au milieu des océans, ils disparaissent dans les endroits. Et ces endroits qui disparaissent, ça, c'est intéressant pour nous. Parce que c'est-à-dire que ce n'est pas juste en train de se propager, et c'est en train de mélanger. Et mélanger, c'est-à-dire prendre les eaux chaudes de surface, le mélanger, le mettre plus en bas, tirer les eaux froides vers la surface. C'est une autre forme de plongée verticale, similaire au tourbillon, mais maintenant portée par la marée. C'est extrêmement difficile de faire la modélisation de le tourbillon et la marée ensemble. Avec SWOT, on veut l'observer, on veut voir les interactions et la communauté océanique est affolée d'avoir toutes ces observations, de mieux comprendre ces parties très importantes pour le climat. Quatrième chose, le tourbillon, Delphine décrit le cycle de l'eau et on sait qu'une eau qui est chaude, et donc un tourbillon qui a une contribution chaude dans la colonne d'eau, il veut avoir plus de tendance de donner le flux amer et aussi une évaporation et un transfert d'humidité de l'océan vers l'atmosphère au-dessus de la masse d'eau chaude. Pour le diagramme qui est monté par Delphine, c'est à grande échelle, mais on comprend plus en plus que ces tourbillons
qui sont avec un cœur chaud, ils sont aussi les endroits privilégiés pour donner l'humidité à l'atmosphère via l'évaporation. C'est plus efficace quand l'eau est chaude. Et le résultat qu'on voit d'abord avec le modèle et qu'on commence à fouiller un peu avec SWOT, c'est que ça se passe aussi à la taille de 100 km, 50 km, même le petit tourbillon qu'on voit ici, ils sont un lien très fort aussi avec ces flux. Donc, avec SWOT, on mesure les choses en surface, ça représente le stockage de thermique dans le colonne d'eau, mais ça veut fournir aussi une information précieuse pour la perturbation de l'atmosphère et ensuite l'eau qui part dans l'atmosphère, portée par l'atmosphère, peut venir comme précipitation pour fournir tous les lacs, rivières que Delphine en a parlé. Cinquième enjeu, c'est le lien entre ces petites structures dynamiques dans l'océan et la biomasse. Parce que, comme j'ai dit, la vitesse verticale qui va être engendrée par ces étirements de la circulation veut amener les eaux froides et riches en nutritifs dans certaines zones vers la surface. Et en couleur, on voit le chlorophylle de surface en aval de Kerguelen. Et c'est plein de ces blooms de chlorophylle qui va avoir ensuite plus de phytoplancton, plus de zooplancton et éventuellement une zone privilégiée pour le grand prédateur à venir chercher la nourriture. Et donc, en fait, nous avons cherché la position où on a mis le capteur sur les éléphants de mer. On colle un chapeau plein de capteurs océanographiques sur la tête d'un éléphant de mer. Et ensuite, le cercle qu'on voit à gauche, c'est la circulation océanique et où est-ce que cet éléphant de mer il est passé. Et la couleur, c'est combien de fois il a plongé dans la journée pour chercher la nourriture. Et en fait, on voit que ce n'est pas au milieu de ces grands tourbillons, c'est vraiment la zone des étirements autour de ces tourbillons à très fines échelles. Et donc, en fait, SWOT va nous aider aussi de comprendre la structuration de l'océan dans un sens dynamique et ensuite avoir plus d'informations de comment se structure aussi la biomasse pour comprendre aussi éventuellement les zones à protéger, les zones à gérer mieux à l'avenir par rapport à la gestion des eaux en plein océan. Donc, ça c'est les enjeux. Je vous montre maintenant un peu qu'est-ce qu'on a vu avec SWOT. Donc, ça, c'est la première vision qu'on avait. Avec la première fois, on avait 21 jours de données de SWOT. À gauche, c'est la structure de l'océan, juste vue avec une altimètre SWOT, et qu'on a toute la même structure grande échelle de tourbillon, mais la structure beaucoup mieux définie. Et c'est comme si on fait un zoom au large de le Brésil, qui est les deux panneaux au centre, on voit les choses qui étaient observées cette même période avec 7 altimètres navires en vol par rapport à une mission SWOT. Et donc, de 7 altimètres, c'est comme si on voit l'océan à travers un gris. On peut avoir une estimation de qu'est-ce que ça donne, mais SWOT donne vraiment le détail de ces étirements, le détail de structure le long de la côte. C'est vraiment comme si on a mis les lunettes de vue et soudainement on voit les choses toutes claires. Dans cette zoom aussi, on voit qu'il y a les ondes qui se propagent. Ça, c'est les ondes internes de la marée. Et on le voit vraiment avec la structure trois-dimensionnelle, la façon qui se propage. C'est quelque chose qui est un intérêt énorme pour le jeune qui fait ses études. La première partie de la mission, on n'était pas dans l'orbite de 21 jours, on est resté dans une orbite bien espacée, mais qui est répétée chaque jour. Et donc ça, c'est le Gulf Stream vu jour par jour avec SWOT. Au milieu de les deux fourchets de 50 km, nous avons un altimètre nadir standard et on voit qu'il y a une cohérence entre les différentes mesures, mais juste le détail qu'on voit en termes d'amplitude de cette élévation de niveau de la mer
Et surtout aussi que ça change quand même pas mal d'un jour à l'autre. Et on voit le tout petit tourbillon qui se balade de l'ordre de 10 km de largeur. Ça, c'est les choses qu'on n'a jamais vues avec l'altimétrie Nadir. Ou peut-être on a traversé à un côté, mais on ne savait pas exactement comment identifier ça. Donc, c'est vraiment plein de couches d'informations et une richesse extraordinaire. Et donc, comme j'ai dit, le grand enjeu, c'est pas simplement la topographie, mais aussi le courant. La chose qui est montrée sur l'écran, la partie un peu floue derrière, c'est notre vision pour les derniers 30 ans de la topographie à gauche et aussi le courant qui tourne dans le sens horizontal à droite. Et donc, le Gulf Stream, vu par 30 ans d'altimétrie, c'est comme un grand fleuve tranquille. Il part, il est assez large, il est à une amplitude qui est un peu molle. Or que la réalité, c'est que le courant s'est dessiné comme la rivière posée au milieu de l'océan. Et en fait, si on voudrait utiliser ces courants pour voir la dispersion de plastique, pour voir la dispersion de polluants, pour aller chercher un homme à la mer, c'est mieux de viser de tout petits veines de courant plutôt qu'un espace de 100 km par 100 km. Donc, il peut vraiment aussi révolutionner beaucoup de nos applications parce qu'on voit vraiment beaucoup plus clair. Est-ce que c'est vrai ou pas, ces nouvelles mesures? Et donc, la communauté scientifique, ils ont vraiment fait beaucoup de travail aussi pour valider est-ce que ces petites structures qu'on voit, c'est réaliste ou pas. Et ça, c'est un exemple au large de la Californie où ils ont mis beaucoup de mesures in situ pour regarder la structure verticale. Ça, c'est le petit dessin mauve là. Le fond de l'écran, c'est la température de surface. Et donc, ça, c'est une journée assez claire où on peut voir pas beaucoup de nuages. Il y a certains nuages en blanc, mais c'est une journée ciel ouvert. Donc, on a le détail de la température de la surface. On n'est pas tout le temps, mais dans ce cas, on a le détail. Mais on voit vraiment comment les différentes courants suivent le veine de courant en température de surface, le petit tourbillon qui tourne autour. Le détail, on voit dans le courant, c'est vraiment quelque chose de très important. Une idée de la richesse des échelles, c'est aussi cette zoom dans l'Indien au large de Madagascar. Ça, c'est une zone où le marais est venu frapper contre la bathymétrie. Donc, on est ici avec un dorsal mid-océanique. Et on voit sur 21 jours de mesure qui se baladaient un peu à travers cette zone, on a le rayonnement, on passe à peu près la même heure chaque jour pendant cette période de 21 jours. Et on voit comment les ondes internes sont en train de rayonner autour. Donc ça, on était contents qu'on peut voir les ondes internes. Mais la chose qui était frappante, c'est que j'ai dit, s'il y a un mouvement de 100 mètres en profondeur, on a quelques centimètres en surface. Quand on a fait un zoom ici, on avait quand même entre 20 et 30 centimètres sur une distance de 5 km. C'était jamais vu avant. Donc, on a demandé, mais vas-y, revoir la copie, parce que je pense que vous avez fait une erreur dans le calcul. Et en fait, non, c'est vraiment le tout petit structure. Ce n'est pas les ondes régulières, mais les choses qu'on appelle le soliton. Et donc, avec la hauteur et la position, on peut vraiment travailler sur la partie énergétique de ces ondes. On peut quantifier l'énergie dans ces ondes. Et comme je dis, le graal sacré, c'est de voir aussi les zones où il veut dissiper. Et peut-être, au fond de la salle, on voit que perpendiculaire à ces rayonnements des ondes internes, il y a la striation, la ligne perpendiculaire. Et ces lignes perpendiculaires, en fait, c'est le houle qui est généré dans l'océan austral, ici, et qui se propage dans chacun de nos bassins de l'hémisphère sud. Et on voit toutes ces striations-là, c'est la propagation de l'houle qui vient, et on n'a jamais pensé on va voir ça. Il est vraiment une mesure avec une précision, avec plein de couches de dynamiques différentes.
Et je peux dire que les gens dans le Science Team, c'est comme les enfants dans un magasin de jouets. Ils sont super excités. À quoi on veut regarder d'abord? C'est quelque chose qui est vraiment chouette. Comme décrit par Delphine, avec un passage chaque 21 jours, on ne peut pas non plus faire un suivi des événements extrêmes. Mais dans la période d'un jour, on avait une chance qu'on a passé au-dessus d'un cyclone qui était en train de se propager comme ça dans la mer de Chine. Donc il est venu de l'ouest et à peu près à ce moment, on avait SWOT qui est passé, le satellite SWOT. Donc un cyclone, quand il passe au-dessus de l'eau, il est les événements de pluie intense, il est le vent intense qui va mélanger des eaux et faire un mélange des eaux chaudes en surface avec les eaux froides en subsurface. Mais aussi l'œil de le cyclone, c'est une dépression. Donc, en fait, il veut aspirer le niveau de les océans au milieu du cyclone. Et donc, quand on était dans la mission un jour, les choses qu'on voit avec tous ces panneaux, c'est 3 jours avant, 2 jours avant, 1 jour avant, le passage, le cyclone Mawa, là, et ensuite 1 ou 2 jours après. Donc, pendant que le cyclone est là, il est plein de pixels un peu mauve, ça c'est les cellules de pluie. Donc, le micro-ondes passe à travers toute l'atmosphère, sauf quand il est en train d'avoir une pluie forte. Donc, en fait, on ne voit pas la surface de l'océan sous la pluie intense. Mais l'œil de le cyclone, si j'ai mon ici, on voit que ça c'est à peu près 15 cm. C'est tout l'océan qui était aspiré par le centre de dépression de le cyclone. Et surtout, on voit qu'il avait beaucoup de chaleur avec un niveau d'élévation haut associé avec un tourbillon chaud avant le passage du cyclone. Et derrière le passage du cyclone, toute cette chaleur était mélangée et on a les structures beaucoup plus froides. Et donc, en fait, ça s'appelle le queue froide. Les gens qui font la modélisation de ces échanges et comment le cyclone veut prendre l'énergie de l'océan et éventuellement intensifier ou changer la direction, ils sont très intéressés par ces interactions entre le bout de l'eau chaude et le queue froide. Donc, en fait, c'est un jeu de données extraordinaire pour tester certains modèles pour ces échanges. On va demander à Delphine de nous parler un petit peu aussi du travail de terrain qui a été fait pour Oui, parce que vous voulez garder un peu de temps pour les questions aussi. Oui. Donc, du travail de terrain qui a été fait. D'accord. Oui. Donc, je vais juste passer rapidement sur celle-ci parce qu'une chose qu'on n'avait pas attendue, c'était aussi d'avoir les images de la glace de mer. Donc, la glace de mer qu'on voit à la fois avec le rugosity en surface, une image standard, et exactement en même temps la hauteur. Et donc on voit aussi qu'on peut voir la hauteur de la mer en bleu pour la première fois, et aussi l'augmentation du niveau d'élévation de la glace de mer ici en Antarctique vers la côte au sud. Donc effectivement, on va parler de la validation. En 2023, on avait énormément de différents groupes en océanographie, en hydrologie et aussi le groupe en côtière qui sont passés les semaines sur le trace de SWOT quand il est passé pour vraiment quantifier le pente, la topographie et la structure dans toutes ces différentes zones. Donc, il fallait développer beaucoup de nouvelles techniques pour couvrir une zone relativement large chaque jour rapidement. Donc, on utilise le drone, on utilise, ici c'est l'Astrolabe, c'est notre mission qu'on avait fait au sud, et aussi les mesures aéroportées. Donc, pour la partie, un exemple d'une campagne qui était menée au large de Toulon, dans la mer Méditerranée, en avril-mai de 2023, ils avaient 2 navires qui mesuraient en vertical le courant et aussi la température, la salinité. Ils ont recréé la structure en hauteur. Et parce qu'ils sont passés toujours en parallèle, ils avaient pu aussi calculer le courant en 3 dimensions et l'évolution temporelle de ça.
Donc, ils sont en train d'exploiter toutes ces données pour bien comprendre les structures très fines d'échelle, on a vu avec SWOT, et aussi le valider avec ces formes de mesure in situ. Et pour la partie hydrologie, on s'est aussi armé de beaucoup de systèmes d'instrumentation pour venir valider un petit peu les observations de SWOT, voir si ce qu'on arrivait à retrouver, les hauteurs et les volumes étaient en concordance avec ce qu'on pouvait mesurer sur le terrain. Et donc, on a installé un bon nombre de nouveaux instruments. Alors, il y a des choses très basiques comme des règles. Il y a aussi des instruments plus électroniques qui permettent de mesurer la hauteur. Ce qu'on voit ici, ce sont des nappes sur lesquelles on a posé un GPS qui nous permet aussi de mesurer la hauteur. Ce même capteur GPS, on l'a aussi mis sur le pont d'un bateau et on a parcouru le lac pour faire plusieurs mesures. Et quand même, l'intérêt de SWOT, c'est d'avoir cette information en 2 dimensions. On a également utilisé du drone et de l'avion. Les scientifiques ne sont pas seulement devant des ordinateurs, devant les écrans, mais vous avez voyagé dans beaucoup de pays pour faire ces mesures. C'est assez extraordinaire, comme c'est une aventure scientifique. C'est exactement ça. On a parcouru un peu la Terre entière pour avoir plusieurs environnements différents, plusieurs conditions différentes pour être sûr que ce qu'on voit avec SWOT marche partout. Y compris dans les Pyrénées, si je m'abuse, avec les randonneurs. Exactement, et c'est là que vous intervenez. On a besoin de vous parce qu'on a mis en place donc un projet plutôt participatif. Quand vous vous baladerez, donc il y en a beaucoup dans les Pyrénées, mais pas que. Il y en a aussi dans le monde entier. Vous verrez peut-être, mais on vous encourage vraiment à garder l'œil, des petites règles avec un panneau vous expliquant que voilà, il y a un projet de science participative. Vous prenez une photo, vous mesurez, quand vous passez l'heure à laquelle vous êtes, la hauteur. Et ensuite, vous allez donc sur le site, tout est écrit, il y a même un QR code. Vous pouvez donc vous-même participer en fait à cette validation et à cette mesure des différentes hauteurs de lac. Donc vous en trouverez dans les Pyrénées et si vous voulez aller randonner ailleurs, gardez l'œil. Voilà. Donc vous pouvez aussi participer à toute cette science. Et on vous remercie d'ailleurs. Donc, juste pour terminer, on a 2 choses qu'on voudrait dire. Tout ça, c'est une aventure à très longue durée et ce n'est pas fait toute seule. Et une des forces de toutes nos missions qu'on fait avec le CNES et la NASA, c'est qu'on travaille en relation très proche entre les ingénieurs qui ont les concepts de la mission, les scientifiques qui ont les idées qu'ils voudraient faire, et on se met ensemble régulièrement. On fait une réunion une ou 2 fois par an, pendant toute la préparation de la mission, après le lancement, la période de validation, et on échange, et c'est vraiment une grande famille. Après 15 ans de travail ensemble, on se connaît bien, et il y a vraiment cette interaction entre toutes les équipes. Et donc ça, c'est une photo de notre réunion juste quand on avait le premier résultat en 2023. Les gens sont hyper contents et donc c'est quelque chose qui est vraiment construit sur le long terme, mais avec beaucoup d'interactions entre les équipes des ingénieurs, les gens qui font l'analyse de données, les applications en aval et aussi bien sûr les scientifiques. Et donc voici la conclusion donc, de tout ce que vous avez pu voir. Donc SWOT, vous l'avez compris, c'est vraiment l'héritier de décennies de collaboration, c'est un travail d'équipe et cette équipe, c'est pratiquement la même. Il y a eu des additions au fur et à mesure des années, mais on se considère vraiment comme une grande famille. Et c'est la première mission qui est dédiée à la fois à l'océanographie et à l'hydrologie, mais à très très fine échelle, avec des enjeux vraiment considérables sur ces domaines-là. Donc en océanographie, vous avez pu voir donc, de premiers résultats qui sont éblouissants et même au-delà de nos attentes en termes de résolution et en termes de précision, avec une très grande richesse des observations qu'on a pu voir qui sont très variées. Et on travaille toujours, Rosemary l'a bien dit, sur les interactions et notamment aux petites échelles. Pour l'hydrologie, également premiers résultats qui sont complètement au-delà de nos attentes. On peut voir le canal du Midi, c'est complètement incroyable. Et tout ça, c'est grâce au travail de tous ces ingénieurs qui ont beaucoup œuvré pour atteindre des précisions vraiment au-delà du design de départ. C'est quand même un nouveau signal à apprivoiser. Donc on sent qu'on a beaucoup de matière et on va pouvoir vraiment travailler pour encore de nombreuses années. Et en hydrologie, c'est là où on vit sur les surfaces continentales, donc il y a quand même des enjeux très forts, et pas seulement qu'en France, c'est vraiment mondial.
Grâce à SWOT, on va aussi pouvoir explorer de nouveaux domaines. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais donc on va reparler du côtier. Il y a aussi la géodésie marine, parce qu'en fait, on se rend compte que l'océan, il n'est pas vraiment tout à fait plat. On va pouvoir aussi explorer la cryosphère. On l'a vu un tout petit peu avec les icebergs qui flottaient. Voilà, donc grâce à SWOT, on va vraiment pouvoir améliorer notre science et vraiment pouvoir répondre à beaucoup d'enjeux sociétaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention et on reste là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Il y a 2 micros qui sont de chaque côté de la salle. Vous levez la main, on essaye de vous les passer. Question là-haut, en haut. Une première question sur la gauche, sur votre droite, pardon, en haut. C'est Jérôme, peut-être, non? Bonsoir, merci pour votre présentation. Et petite question sur la durée de vie de SWOT et sur potentiellement le futur. Est-ce qu'on prévoit déjà d'autres missions avec peut-être d'autres instruments? Très très bonne question. Donc c'est une mission scientifique, c'est un démonstrateur. Donc la mission a été prévue pour 3 ans et demi. Mais on sait très bien que, sauf panne instrumentale, elle durera plus longtemps. Il y a assez de carburant pour durer... on n'a même pas su le quantifier. Ça peut durer très longtemps. Et quant à la suite... effectivement, il y a une suite qui est prévue, notamment par l'Agence spatiale européenne dans le programme Copernicus. Donc, ce sont des satellites qui sont opérationnels et cette mission, attention, elle s'appelle Sentinel-3, nouvelle génération topographie, qu'on diminue par S3NGT, parce que c'est plus court. Mais donc, il y a une suite qui est prévue avec un lancement en 2028. Oui, 32. 32, Oui. 2032. Ensuite, la France est les signatures de la loi de l'espace. Et la loi de l'espace prévoit qu'on ne veut pas laisser nos satellites comme space junk maintenant. Il faut qu'on le ramène d'une façon contrôlée. Donc on ne peut pas non plus laisser SWOT indéfiniment. On prévoit peut-être quelques années de plus, mais il faut qu'on est capable de faire une entrée contrôlée à la fin de sa vie et pas perdre tout le contrôle. Donc en fait, c'est quelque chose qui est quand même limité en temps. Mais on est responsable, donc c'est bien. Je crois qu'une question là-haut, c'est Jérôme. Tu avais une question, non? Sinon, ici. Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais demander, avec la quantité de données que vous récoltez quotidiennement, comment vous faites pour prioriser ce qu'il faut regarder? En fait, il y a les choses qui étaient prévues. Et donc, on a toute une hiérarchie de données qu'on veut construire bas niveau et ensuite la structure sur la rivière, le suivi des lacs individuels, etc. Donc, en fait, on avait 15 ans de préparation. Donc, on avait beaucoup de temps de réfléchir comment on veut vraiment hiérarchiser et les ordres de priorité. Mais c'est-à-dire que, comme Delphine a dit aussi, on avait la nouveauté qu'on n'avait pas prévue. Et donc, il y a les choses qu'on avait mises en place, mais c'est une mission démonstrateur, c'est un nouveau jeu de données. Et chaque fois, on a un nouveau jeu de données, on découvre les nouvelles choses et il faut ajuster la façon qu'on veut faire le traitement au fur et à mesure. Donc ça, c'est une forme d'apprentissage en continu. Et juste peut-être sur la même chose, on apprend beaucoup de nouvelles choses avec les observations. Et côté océanographique, on avait des modèles très haute résolution. On a dit il faut qu'on valide ça avec les observations. Maintenant, dans les observations, on dit le modélisateur, attention, vos modèles ne font pas les choses que nous on observe. Donc en fait, c'est une boucle de revenir aussi et mieux comprendre aussi la dynamique qu'on pensait qu'on veut voir et les choses qu'on voit en réalité qui n'est pas forcément la même chose. Merci pour les questions. Je voudrais vous poser une question. Monsieur, vous avez parlé au départ de la conférence des aspects sociétaux. Alors, toujours le même problème, c'est comment se fait le lien entre la science
et les décisions qui sont prises au niveau, disons, politique au sens large du terme, et des impacts sur la société. Vous avez parlé des lacs, par exemple, dans les zones en Asie, quoi, avec les conséquences qui sont catastrophiques de certains débordements. Qui prend en charge, qui prend le relais après, quoi? Donc en fait, pendant la mission SWOT, on a dès le début impliqué les utilisateurs finaux comme les agences de bassin, l'agence Adour-Garonne, mais pas que, aussi les organismes internationaux qui gèrent l'eau. Donc eux ont été dès le départ impliqués pour qu'ils nous expliquent comment ils travaillent, de quoi ils ont besoin. Donc, Ils ont été invités à la conférence d'ailleurs, Adour-Garonne. Voilà. Et régulièrement, on fait des points sur leur utilisation, ce qui manque, ce qu'il faudrait leur fournir. Donc comment le relais se fait? Il n'y a pas de relais parce qu'en fait, ils sont depuis le départ avec nous. Donc, on travaille avec eux et eux, du coup, regardent leur bassin en priorité, forcément, et du coup, adaptent aussi leurs pratiques en fonction des observations qui leur sont fournies. Nous savons aussi aujourd'hui que tous les jours, on surveille le débit de la Garonne et il y a quelqu'un qui prend un coup de téléphone pour dire voilà, les lâchers d'eau, on pourra lâcher tant d'eau maintenant. Donc ces personnes-là vont avoir des renseignements bien plus précis et bien plus efficaces sur les niveaux d'eau dans la Garonne et des lâchers d'eau qu'il peut y avoir pendant l'été, puisqu'à partir d'un certain moment, il n'y a plus que l'eau des lacs dans la Garonne pour alimenter le fleuve. Absolument, voilà, ça peut être un exemple. Alors peut-être qu'en France, on est très chanceux, on a énormément d'instrumentation, donc du coup, on a quand même des observations assez précises et en temps réel. Dans les régions du monde comme l'Afrique, où l'eau est très importante, où il n'y a pas d'instrumentation ou très peu, c'est aussi avec eux qu'on essaie de travailler et c'est avec eux qu'on travaille pour justement leur donner de façon la plus facile l'accès à ces données satellites pour qu'eux puissent travailler et gérer en fonction. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on a. Moi, j'ai l'Office international de l'eau qui travaille avec l'Agence française de développement qui ont des projets en fait en Afrique de l'Ouest. Voilà, on se parle toutes les semaines et on essaye d'adapter au mieux en fonction de leurs besoins. Les données sont gratuites, c'est comme Copernicus. Les données sont gratuites et accessibles par tous. Et ensuite, si vous avez eu Pierre-Yves Letron, qui a parlé aussi dans une conférence précédente sur la provision des océans qu'on fait à Mercator Ocean ici à Toulouse. Eux, ils étaient aussi partenaires avec nous depuis longtemps pour préparer comment on veut passer d'une contrainte sur le modèle avec les observations plus de 100 km vers ces petites structures. Donc, il y a tout un accompagnement qui est fait avec le groupe des applications océaniques aussi. C'est des entreprises, enfin des groupements qui font ce qu'on appelle de l'océanographie opérationnelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour l'instant de SWOT, mais qui peut devenir aussi un outil d'océanographie opérationnelle, donc qui fonctionne en permanence. On démontre que c'est possible. Une question là-haut, oui. Allez-y. Bon, je vais y aller. Bon, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question pour vous deux, en fait, qui est relativement séparée. Il y a d'autres satellites avec des instruments. L'un, le même d'ailleurs, en fait, généralement. L'un pour la mesure de la salinité des océans, ça c'est plutôt pour vous, et savoir quelle est la relation et les paramètres que vous utilisez dans vos analyses, et en particulier sur les circuits océaniques. Et l'autre, c'est sur l'humidité des sols, puisqu'on parle d'hydrologie des eaux continentales, donc évidemment l'humidité des sols est clé sur une grande partie du monde. Donc, comment les deux communautés scientifiques et, je dirais, l'échange des données sur vos deux missions sont utiles à votre niveau? C'est une bonne question parce que c'est vrai que toutes les données des autres satellites, température de surface, salinité et couleur de l'eau, on rend compte qu'il est la partie d'advection ou de transport fait par le courant de ces différents traceurs qui est assez importante. Et aujourd'hui, on fait que une structuration par le grand tourbillon et pas par le petit détail. Donc en fait, il y a beaucoup de travail aussi de comprendre comment la structure de salinité de surface, par exemple, va être modifiée quand on met le petit courant et pas juste le grand. Et ensuite, la deuxième partie, c'est cette application de changement d'échange flux et mer. Comment un océan chaud veut donner l'humidité à la surface. On peut voir ça aussi
par rapport à la structure de salinité qui est laissée derrière, parce que ça devient plus salé. Quand on enlève l'eau douce, l'eau devient plus salée. Donc cette combinaison d'utiliser le multisatellite, il va avoir beaucoup des applications. Et donc je rejoins totalement ta réponse. Le multisatellite, c'est ce qui va nous permettre de voir le cycle dans sa globalité. SAUT finalement apporte beaucoup d'informations, mais ne peut pas être utilisé tout seul. Et notamment, donc, quand j'avais repris les précipitations, l'évaporation, donc finalement SAUT va regarder les eaux en surface. Et l'humidité des sols, c'est dans les premiers centimètres, qui peut être observée par de nombreux satellites. Je pense que vous faites référence à SMOS, il y a SMAP, il y en a d'autres. Effectivement, c'est quand on couple toutes ces informations qu'on peut en déduire des informations, parce que finalement, si le sol est gorgé d'eau et qu'il repleut dessus, ça va tout de suite partir en écoulement dans les rivières. À l'inverse, si le sol n'est pas encore engorgé d'eau, ça va avoir plutôt tendance à percoler et remplir les nappes. Donc ça a clairement une influence. On l'a vu dans le modèle de débit aussi. Il y a des apports latéraux et ça, on ne pourra les déterminer que si on a de l'information sur l'humidité des sols. Donc clairement, si on veut avoir une image complète du cycle de l'eau, il faut faire du multisatellite. Et ça, les scientifiques en sont très conscients. De pouvoir, on cherche à fermer cette boucle et de ne perdre aucune petite gouttelette d'eau et de savoir exactement où elle va. Donc clairement, c'est la superposition de ces informations qui va nous donner l'image complète. Bonsoir. D'abord, je voudrais vous remercier pour la qualité de la conférence. Et vous avez dit que vous affiniez vos modèles au fil du temps. Or, en règle générale, sur une mission scientifique, on fait du retraitement de données. Si j'ai bien compris, vous n'accédez pas à toutes les données, c'est ce que vous avez dit, une partie des traitements sont faits à bord. Donc, comment faites-vous pour faire du retraitement, pour réactualiser des données processées avec des modèles anciens? Effectivement, ça c'est la chose que quand on fait le traitement à bord, on ne peut pas revenir à ces étapes de traitement. Il faut que faire un retraitement à partir de la donnée qui est descendue au sol. Peut-être je n'ai pas bien s'exprimer, mais quand j'ai parlé de modèle, j'ai parlé de modèle trois-dimensionnel de l'océan, le modèle qui prévoit où sont les courants, etc., sans les données. Et ça, c'est la structure qu'on avait vu certaines dynamiques que SWOT montre qu'il y a des dynamiques manquantes et il faut revoir toute la partie physique qui est dans le modèle de circulation générale des océans. Mais le modèle ensuite qui prévoit le calcul spatial, ça, c'est la chose qu'on avait prévue, qui est sur le traitement de bord. Et s'il y a une erreur ou s'il y a la chose, on peut faire la chose qu'ils appellent un patch. On peut faire un petit changement de ces modèles, mais on ne peut pas changer. On ne peut pas surtout récupérer les données qui étaient utilisées dans le calcul. Donc, c'est la chose qui était toujours une partie de risque. Mais avec 250 mètres, on est juste déjà avec tellement de données descendues et tellement d'opportunités et que ça marche bien, que heureusement, on n'a pas pour le moment besoin de penser quoi que ce soit pour refaire les données à bord. Mais merci, c'est une très bonne question. Alors, j'ai une question concernant l'hydrologie continentale, mais peut-être qu'elle s'applique aussi à l'océanographie. Par rapport aux altimètres Nadir classiques, qu'ils soient LRM ou SAR, est-ce que vous avez fait de l'intercalibration, c'est-à-dire comment est-ce que les données se parlent entre elles? On a fait de l'intercomparaison, on a fait de l'intercalibration et ça se compare très très bien. Après, elles ne se parlent pas entre elles, mais par contre, on y voit une très bonne correspondance. Et niveau océan, c'est la même chose. En fait, nous avons une série de missions qui est la plus précise possible pour le climat. Et on fait une intercalibration entre tous nos satellites Nadir pour qu'on mesure la même chose que ces missions de climat. Et pour SWOT aussi, on fait les intercomparaisons aussi pour vérifier que tout est en train de mesurer la même chose. Il n'est pas le biais, il n'est pas la dérive, etc. Et qu'on a un programme de surveillance de ça qui est très
minutieux parce que pour les enjeux de climat aussi à long terme, c'est la chose qu'on fait régulièrement entre toutes les différentes missions Nadir conventionnelles et aussi maintenant avec SWOT. Oui. Bon, merci pour cette présentation pertinente. J'ai 2 questions sur SWOT. La première question, c'est est-ce que SWOT est capable de nous prévenir de sécheresse, d'une éventuelle sécheresse au niveau des rivières ou bien des océans, comme il est capable de nous prévenir d'inondations, comme vous avez présenté. Et deuxième question, comment, au niveau des data que vous avez regroupés et la complexité d'étudier ces résultats, est-ce que vous êtes sûr que sur l'échelle réelle, vous êtes vraiment capable d'avoir ces quantités de données et les traiter de la même façon comme vous l'avez traité en espace sur SWOT? Merci beaucoup. Alors concernant la première sur le pouvoir prévenir les sécheresses, alors avec SWOT, c'est de l'observation. Une fois que c'est observé avec le satellite, le temps que ça arrive jusqu'à nous, on peut compter à peu près 3 jours. Pour pouvoir prédire, il faut des modèles de prévision. Et donc pour ça, on va plutôt faire donc de la modélisation avec en entrée des modèles météo où on va essayer de prévoir d'ici quelques jours. Et SWOT va aider à affiner ces prévisions. Donc avec SWOT, on ne va pas pouvoir prédire, on va pouvoir juste observer, constater, avec un peu de décalage. C'est pour ça que quand j'ai préparé le discours, j'ai essayé de faire attention de dire qu'on ne va juste pouvoir observer les impacts d'une catastrophe et de ne pas pouvoir les prévoir. En revanche, la suite, on en a parlé avec la question de monsieur tout à l'heure, dans le programme Copernicus, ce sont des satellites opérationnels, où là, on va pouvoir avoir de la donnée très rapidement. Et là, on va pouvoir vraiment faire du suivi temporel très fin sur les catastrophes. Mais on restera dans de la prédiction avec des modèles. Ensuite, si j'ai compris la deuxième partie de la question, c'est vrai qu'on archive toutes les données et donc ils sont utilisés dans la chaîne de traitement qu'on avait prévu avant le lancement, etc., qu'on est peut-être en train de modifier un peu maintenant qu'on voit la richesse de les données qu'il faut traiter. Mais toutes les données sont toujours archivées. Donc, en fait, on peut revenir plus tard, faire un retraitement, regarder aussi s'il y a une autre façon d'utiliser les données par la suite. Les données sont en accès libre pour le produit, mais il faut avoir vraiment une expertise pour utiliser les données de base. Et ça, c'est la chose qui est, en principe, on peut demander, mais c'est vraiment un peu réservé avec les experts. Une dernière question? Oui, je voudrais savoir comment vous prenez en compte les nappes phréatiques et comment vous les mesurez. Alors effectivement, le contenu en eau dans les sous-sols, c'est super dur avec des satellites comme on pourrait les imaginer parce qu'on aura beau faire prendre autant de photos qu'on veut de la surface, on ne va pas avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe dessous. En revanche, quand on a beaucoup d'eau dans un sous-sol, c'est des millions de kilomètres cubes, ça va influer sur le champ de gravité. Et pour ça, on a des satellites qui mesurent le champ de gravité de la Terre et on va voir une modification de ce champ de gravité qui va nous donner des informations sur ces grands mouvements de volume d'eau dans les sous-sols. Pour l'instant, c'est la seule façon qu'on a d'observer, de mesurer, d'estimer ces volumes d'eau qu'on a en sous-sol. Mais c'est clairement le point faible de notre cycle de l'eau. C'est très difficile, ne serait-ce que pour mettre une sonde très très en profondeur. On ne fait pas ça vraiment. Donc pour l'instant, on travaille avec de la gravimétrie du fait que ces volumes d'eau influent sur le champ gravitationnel de la Terre. Il y a peut-être une dernière question ici sur où quelqu'un de l'ESA peut apporter une réponse sur le futur. Oui, bonjour tout le monde. Une question sur le fait que vous avez fait un travail admirable pour augmenter la résolution spatiale, mais il reste encore la résolution temporelle qui demande à être améliorée, et en plus la livraison des données en temps réel qui viendra peut-être avec les satellites de l'ESA qui vont bénéficier de cette technologie. Mais que diriez-vous de mettre plein de petits satellites qui observent les rivières,
1 à 2 fois par jour, une sorte de constellation qui fait un complément de cette très très belle résolution spatiale. On va croire que je vous ai soufflé la question. Mais effectivement, au CNES, à l'Agence spatiale, on travaille sur une constellation de 10 petits satellites qu'on appelle pour l'instant Hydrologie Autre Visite, qu'on a appelé SMASH il y a encore quelques temps, pour pouvoir justement augmenter cette résolution temporelle pour que tous les jours, les rivières soient observées et puissent être du coup vraiment gérées au mieux en fonction des événements. Donc on y travaille, on cherche un cadre programmatique dans lequel lancer cette constellation, et grâce au plan de relance qui a été mis en place, qu'on appelle France 2030, on espère pouvoir mettre en place les premiers satellites de cette constellation et ainsi observer les rivières tous les jours. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à nos 2 conférencières. Je pense qu'on peut les applaudir. Pas un sujet facile, mais je crois qu'on a eu un beau tour d'horizon à la fois de la technologie qui est assez innovante en matière d'altimétrie et des applications. On a parlé de lacs, de rivières. Avant de vous libérer, est-ce que je peux avoir... Voilà. Juste vous rappeler que ce cycle de conférences est organisé par les amis de la Cité de l'Espace. En l'occurrence, ici, on travaille en partenariat avec l'Académie de l'Air et de l'Espace et la 3AF. C'est notre dernière conférence de la mi-année. On vous donne rendez-vous bientôt, je vais vous donner quelques dates. Simplement, vous rappelez qu'il est toujours possible d'adhérer à l'association. On est à mi-année, mais il y a encore 6 mois. Votre adhésion nous permet de continuer à faire toutes nos activités et à les développer, à les partager avec le plus grand nombre. Et en étant adhérent, vous bénéficiez aussi d'activités exclusives, notamment les samedis découvertes et la lettre d'information. Je pense que dans la prochaine lettre d'information, il y aura un petit retour sur cette conférence. On organise aussi des concours, on fait chaque année une remise des prix. Vous voyez Annick Aznav sur la photo qui a été une des lauréates du Grand Prix. Et pour la suite, si je peux avoir la planche suivante, voilà, une nouveauté. Alors, une nouveauté, ce n'est pas le premier concours qu'on organise, mais on relance cette année notre grand concours Ciel, Espace et Astronomie. On va l'ouvrir officiellement, il démarre ces jours-ci. On vous encourage, si vous avez un petit talent pour la photographie, que ce soit en astronomie ou en environnement, disons le ciel, les nuages, les phénomènes météo, les objets artificiels vus de la Terre, et les portraits et les métiers, donc des gens en situation, alors pas forcément sur un site de lancement, ça peut être dans un bureau ou un labo. Échéance 31 octobre pour nous envoyer les photos, et on fera la remise des prix, la publication des résultats tout début 2025. Et pour la suite, 2 ou 3 dates à retenir. Un samedi découverte, j'en ai dit un mot tout à l'heure, le prochain a lieu le 7 septembre. Il sera pour une fois une sortie en dehors de la cité sur le thème de l'exploration des étoiles à l'observatoire de Sabarat. Et on sera encadré par Jean-Noël Sarail, qui est animateur bien connu à la Cité de l'Espace. Et la prochaine grande conférence, on va revenir sur la médecine spatiale. Ça avait été le thème d'une de nos conférences de début d'année. On va reparler de l'impact du vol, du séjour dans l'espace sur le corps humain, notamment dans le cadre des missions longue durée. Ça sera avec Audrey Berthier, qui est la directrice du MEDES. On aura Laurent Braque, l'ancien directeur, et Bernard Comette, qui était notre conférencier de début d'année. C'est une conférence qui est organisée à nouveau en partenariat avec l'Académie de l'Air et de l'Espace, et je crois qu'on a oublié de mentionner la 3AF. Le programme complet, vous le retrouvez sur notre blog. Et donc, je vous souhaite un bon été. Participez aussi à la Nuit des Étoiles, début août. Et j'espère qu'on aura aussi des bonnes surprises la semaine prochaine avec normalement le premier lancement d'Ariane 6. Les autres bonnes surprises, on verra.
Donc Ariane 6, premier lancement de la fusée européenne, qui pourrait nous permettre de revenir un peu plus activement dans les lancements. Voilà, merci beaucoup à tout le monde et à bientôt. Bonne soirée. Avant que vous partiez, vous pouvez jeter un œil aussi sur, c'est maintenant une habitude, mais en sortant sur votre gauche, vous verrez ce qu'on appelle le scribing qui a été fait par Hervé Schindler, et qui est normalement un résumé fidèle de tout ce qui a été dit pendant la conférence. Donc c'est chaque fois quand même un défi, et on demandera notamment aux deux conférencières ce qu'elles en pensent.